y va? Donc on était dans le chapitre sur l'espace vectoriel tangent. On avait la dernière fois introduit l'élément clé, c'est-à-dire la vitesse d'une courbe. Donc je vous rappelle, le nœud du problème, c'est que dans un espace pour lequel on ne suppose pas qu'il existe une structure affine, on ne peut pas parler de vecteur d'espace, vecteur entre deux points. Et donc, on ne peut pas définir la vitesse de manière ordinaire, comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Néanmoins, dans une variété, dans un espace très général comme une variété, bon, de dimension 4 pour l'espace-temps, mais de dimension n en général, on peut néanmoins définir une direction et une vitesse à laquelle on parcourt un certain chemin sur la variété. Et donc, tout l'intérêt était d'arriver à définir de manière intrinsèque une vitesse en s'appuyant, donc, donc avec une notion de direction et une notion d'intensité, en s'appuyant sur le fait que quand on se déplace dans un espace, eh bien, toutes les fonctions qui sont définies sur l'espace varient, enfin, pas forcément, il peut y avoir une fonction constante, elle ne variera pas, mais disons, l'ensemble des fonctions définies sur l'espace voient leur valeur changer lorsqu'on change de lieu. Et donc, on peut repérer, on peut caractériser une direction par la manière dont varient les fonctions. Et on peut caractériser une intensité du mouvement par le rythme à laquelle les fonctions changent. Donc, c'était la clé du problème. Donc, je ne sais plus si c'était probablement, troisièmement, c'était la vitesse d'une courbe. Donc, je rappelle juste d'une courbe ou d'un chemin. On dit chemin souvent en mathématiques, peut-être c'est mieux, parce que courbe donne l'idée que c'est courbe alors qu'il n'y a pas de notion ni de courbe ni de droite de toute façon. Donc, enfin bon, ça c'est le problème de traduction de l'anglais au français aussi. Chemin, courbe, une trajectoire, mais toujours en se souvenant que une courbe, donc un chemin, une courbe, c'est l'ensemble de l'application de R dans M. M, je vous rappelle, étant la variété différentielle, donc munie d'une topologie et d'un atlas C infini, c'est-à-dire où le changement de carte sont C infini compatibles, de façon à pouvoir parler de courbes différenciables. Donc la courbe, c'est vraiment l'application qui a une certaine valeur du paramètre associée à un certain point dans la variété. Et donc il y a un sens à dire que cette courbe est différenciable parce qu'on a une structure différentielle. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette courbe est différenciable? Ça veut dire que si on la lit dans une certaine, carte, donc, enfin, on va le faire comme ça, donc je remets, pardon, gamma de lambda. Donc, autour de gamma de lambda, on peut avoir une carte UX, U étant un ouvert de M qui contient gamma de lambda, donc une certaine valeur du paramètre. Ils ont un point P. On va faire le dessin. Un certain point P. Voilà, il y a une courbe qui passe par ce point. Et on peut lire cette courbe-là dans une carte Rn, x1, x2, x3, xn, donc par une application x. Et dire que la courbe est différenciable, c'est dire que l'application x rond gamma, qui est une application de R, le paramètre en descendant Rn, est une fonction différenciable au sens ordinaire de l'analyse. Donc maintenant, si on s'intéresse aux fonctions définies sur la variété, donc j'avais donné la définition de cet ensemble-là, C infini de M, donc l'ensemble des fonctions lisses, c'est-à-dire C infini sur la variété, qui est un espace vectoriel avec l'addition et la multiplication par un scalaire point par point. Donc, une courbe est différenciable à nouveau, donc ça c'est une application de M
dans R, elle est différenciable si l'U dans une carte, alors vous savez qu'on peut avoir besoin de recouvrir la variété par plusieurs cartes qui se chevauchent les unes les autres, c'est pas évident qu'il n'y ait qu'une seule carte, mais localement, en chaque point, autour de chaque point, vous avez une carte qui vous permet de lire donc dans Rn disons d'attribuer à chaque point de la variété des coordonnées et dire que la fonction f de m dans R est différenciable, c'est dire que f rond x-1 en tant qu'application de Rn dans R est différentiable. Ok, et donc quand on combine ces deux choses-là, c'est-à-dire à une certaine valeur de paramètres, on se retrouve quelque part et étend quelque part une fonction f quelconque à une certaine valeur, et donc en se déplaçant au rythme du paramètre, on voit la valeur de la fonction f varier. Si la courbe est différenciable en ce sens-là et la fonction est différenciable en ce sens-là, eh bien leur combinaison, c'est-à-dire f rond gamma, en tant que fonction de R dans R, est également différenciable, et la vitesse de la courbe, c'est justement ça, la vitesse de gamma au point gamma de lambda, c'est-à-dire au point atteint pour une certaine valeur de paramètre, c'est précisément la dérivée en ce point-là. La dérivée de f rond gamma, de cette fonction différentiable au sens tout à fait ordinaire, fonction de R dans R, au point, au point, ça c'est un réel, hein, à la valeur du paramètre lambda. Voilà, donc c'est ça la vitesse. Et il nous reste maintenant à construire l'espace vectoriel tangent, qui va être simplement l'ensemble de toutes les vitesses en un point. Donc il s'agit de l'espace vectoriel tangent en un point, et en chaque point, il y a un espace vectoriel tangent différent. Oui, différent, voilà. Du fait de la définition, la vitesse d'une courbe en un point, c'est la dérivée en ce point-là. Ok, alors j'appelle ça quoi? Quatrièmement, espace vectoriel tangent. Alors, on va déjà tenter ça. Pour l'instant, ça va. Ok, pas besoin d'eau tout de suite. Donc ça, il faut vraiment bien comprendre cette définition, mais je pense qu'elle ne pose pas particulièrement de problème. Donc, comment j'ai dit? Oui, espace vectoriel tangent. Bon, en fait, c'est le nom du chapitre, mais bon, qu'à cela ne tienne. Et on peut commencer donc par la définition de cet espace vectoriel. Alors ça, c'est extrêmement simple. Par définition, alors on le note, l'espace vectoriel en un point P. Donc en chaque point, c'est différent. En un point P. Ça se note TPM. Donc, tangent au point P à la variété M, TPM. Par définition, c'est l'ensemble de toutes les vitesses de toutes les courbes. Donc, les éléments de cet ensemble, ce sont les vitesses de toutes les courbes différenciables, évidemment, que vous pouvez imaginer. Donc, c'est l'ensemble des V gamma au point P, où gamma est une courbe différentielle, est une courbe différenciable. Une courbe, c'est infini, c'était comme une courbe lisse, on pourrait s'arrêter à une courbe uniquement C1, puisqu'on utilise, comme vous voyez dans la définition de V, uniquement la dérivée première. Donc que ce soit dérivable plus de fois, ça n'a aucune importance, mais tenons, justement, comme ça ne change rien, c'est-à-dire ça donne le même ensemble d'objets, prenons toujours, et on prendra toujours des courbes lisses, dérivable C infini. On avait vu que dans une variété, dès lors que vous pouvez mettre une structure différentielle, vous pouvez en fait mettre une structure lisse. Donc ne nous privons pas, ça ne change rien. Enfin, c'est pas une contrainte supplémentaire à ce stade en tout cas.
où gamma est une courbe C infini sur M. Voilà. Alors ça, ce n'est pas encore un espace vectoriel, c'est juste un ensemble. Pour faire un espace vectoriel, il faut définir une addition interne et une multiplication par un nombre, par un scalaire. En l'occurrence, on va en faire un R espace vectoriel. Donc ça devient un R espace vectoriel, un espace vectoriel sur le corps des réels, à condition de définir une addition par... Donc, si on a une vitesse, je vais l'appeler V1, une vitesse V1 plus V2, alors qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? Donc on a vu qu'une vitesse, c'est une application donc de C infini de M dans R. D'accord? Donc ça prend une fonction, ça fait un nombre. Comment je vais définir la somme de deux vitesses? De façon tout à fait triviale, comme une application de C infini de M dans R, qui, à chaque fonction f, associe donc V1 plus V2 de f, qui n'est rien d'autre, mais par définition, je définis l'addition comme étant la fonction qui, à chaque f, associe V1 de f plus V2 de f. C'est une addition point par point dans l'ensemble des fonctions. C'est-à-dire que quand je dis point par point, le point en question, c'est un élément de l'ensemble C infini de M. Voilà. Et de la même façon, on définit la multiplication par un scalaire en disant que donc, si j'ai alpha dans R, eh bien, la vitesse alpha V1, c'est l'application toujours de C infini de M dans R, qui à F, qui à F associe simplement alpha V 1, j'ai plus besoin du 1 là ici, alpha V de F égale alpha V de F. Pardon, c'est pas très... dû me mettre ailleurs. Mais... Bon, c'est pareil, donc en chaque point, on multiplie par alpha. Voilà, alors, toujours, faites bien attention aux différents symboles qui sont toujours notés pareil, mais qui n'agissent pas dans le même espace. Ici, c'est une addition dans l'espace TPM, justement, dans l'espace des vitesses. Donc ça, c'est l'addition dans TPM. Tandis que là, c'est l'addition dans R, absolument. Voilà, puisque donc la vitesse appliquée à une fonction, ça donne un nombre, la dérivée en question, etc. Donc ça, c'est l'addition dans TPM, ça, c'est l'addition dans R. De même ici, ça, c'est la multiplication par un scalaire dans TPM, c'est-à-dire alpha V de F, c'est alpha V de F, ou alpha ici, enfin, ou le fois ici, et la multiplication dans R. Bon, tout ça est très naturel. Alors, sauf que là, oui, alors, ces opérations, donc, je dis que c'est un espace vectoriel. Je ne l'ai pas démontré, on va le démontrer. Alors, il faut, d'une part, et ça c'est trivial, vérifier que l'addition et la multiplication par un scalaire vérifient bien les axiomes qui font qu'on a un espace vectoriel. C'est-à-dire que c'est distributif. Si vous avez alpha V1 plus V2, c'est pareil que alpha V1 plus alpha V2. Si vous avez alpha fois bêta V, c'est pareil que alpha bêta fois V, etc., etc. Toutes les propriétés constitutives de l'espace vectoriel. Et là, en l'occurrence, elles sont trivialement vérifiées, puisque précisément, on définit les applications dans l'espace TPM, dans l'espace des vitesses, à partir des applications à l'identique, à partir des applications dans R. Et R est un espace vectoriel, donc ces opérations vérifient les axiomes de l'espace vectoriel, et donc c'est transféré automatiquement
au sein de l'espace TPM, puisque justement on ne fait que des additions et des multiplications point par point, donc tout ce qui est vrai dans R est vrai dans TPM. Donc cette partie est réglée, je n'ai pas besoin de le démontrer. La chose à démontrer en revanche, c'est que quand je définis une nouvelle application de C infini de M dans R à partir de la somme de deux vitesses, j'obtiens bien à nouveau une vitesse, puisque TPM, l'ensemble des vitesses, c'est-à-dire l'ensemble des vitesses d'une courbe donnée, c'est pas juste, une vitesse, c'est pas juste une application de C infini de M dans R, c'est pas n'importe quelle application de C infini de M dans R, c'est une application de C infini de M dans R qui est la vitesse d'une certaine courbe. D'accord ? Donc, ce n'est pas n'importe quelle application. Alors, donc, ce qu'il va nous falloir montrer, c'est que quand on définit l'addition de vitesses comme ça, l'objet qu'on obtient est bien encore la vitesse d'une certaine courbe. Et la meilleure façon de le montrer, c'est de trouver une courbe dont cette application-là est la vitesse. Pareil pour la multiplication par un scalaire. C'est pas le tout de définir une fonction alpha fois v de façon complètement triviale. Encore faut-il montrer que ça, c'est bien la vitesse d'une certaine courbe. Et pour ça, on va identifier une courbe dont cette fonction-là est la vitesse. C'est-à-dire qu'on va montrer... Donc, okay. Donc on a une courbe gamma qui donne, dont la vitesse au point, gamma de lambda au point, en un certain point P est ce qu'elle est, okay, compte tenu de la courbe. Chaque courbe a une vitesse, chaque courbe différenciable a une vitesse, enfin chaque courbe C infini, on va dire, a une vitesse. Je vais chercher, je veux trouver une courbe sigma telle que la vitesse de sigma au même point P, je vais noter P celui-là, au même point P, soit précisément un certain nombre, alpha, allez, puisque j'ai appelé ça alpha, alpha V gamma P. Donc en fait, la question c'est, existe-t-il sigma tel que la vitesse de cette courbe soit alpha fois la vitesse de départ? La réponse est évidemment oui. Alors, je vais commencer par ça parce que c'est vraiment le plus facile. On l'a déjà rencontré plusieurs fois. On a parlé de l'intensité de déplacement, de la vitesse au rythme du paramètre. Il est évident que si j'ai une courbe comme ça et que, alors je vais la parcourir, on va dire, voilà une certaine, donc là j'ai un incrément de lambda, donc j'ai un certain lambda, puis là j'ai lambda, enfin, ou lambda 0 plus 1, lambda 0 plus 2, lambda 0 plus 3, voilà, par exemple. Il est évident que, et donc la vitesse, vous vous rappelez, c'est la dérivée, enfin c'est le taux de variation de toutes les fonctions f définies sur la variété quand on se déplace ici au rythme du paramètre. C'est-à-dire on suit le paramètre, lambda plus 1, lambda 1, etc. Voilà, on avance. Si j'avance 2 fois plus vite, je vais avoir une vitesse 2 fois plus vite. C'est-à-dire que les dérivées de toutes les fonctions vont varier, pardon, 2 fois plus grande, toutes les fonctions définies en un point, pour moi qui me déplace, vont avoir l'air de varier 2 fois plus vite, si je me déplace 2 fois plus vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire se déplacer 2 fois plus vite? Ça veut dire que le chemin que je parcours quand j'incrémente le paramètre de 1, en fait, quand j'incrémente le paramètre de 1, maintenant, il va falloir que je parcours une distance 2 fois plus grande. Mais il n'y a pas de notion de distance, donc il faut le formaliser proprement. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est vraiment le rythme auquel le paramètre s'écoule, où on se trouve en fonction de la valeur du paramètre. Donc, c'est plus facile à écrire qu'à discuter avec des mots, donc je vais l'écrire. On va voir tout de suite ce qu'on peut faire. Donc,
le point clé, c'est qu'on va simplement reparamétriser la courbe de façon à ce que, pour une même valeur de paramètres, on se retrouve plus loin essentiellement. Enfin, c'est l'intuition sous-jacente. Donc, comment on reparamètre une courbe? Bah, comme je vous disais, gamma, c'est donc une application de R dans M qui, à lambda, donne gamma de lambda. Ok, très bien. Ce que je peux faire, c'est changer le paramètre là, ou si vous voulez introduire une fonction de reparamétrage, comment je vais appeler cette fonction de reparamétrage? Je vais l'appeler R comme reparamétrage, c'est très joli, why not, ok. Donc j'ai une fonction R, de R dans R, qui à lambda donne R de lambda. Et maintenant, je vais définir une nouvelle courbe, sigma, justement, qui de R dans M, qui à lambda donne pas gamma de lambda, mais donne gamma de R de lambda. C'est-à-dire, enfin, autrement dit, sigma, eh bien, c'est gamma rond R. D'accord? Ça, c'est une application de R dans M. Ça, c'est une application de R dans M. Eh bien, ça, c'est une application de R dans M. Ceci est une courbe. Simplement, j'ai reparamétré par la fonction R. Alors, voyons ce qu'il en est. Quelle est la vitesse de sigma? La vitesse de sigma, par définition, ça prend une fonction C infini de M et ça en fait un nombre. Quel nombre? Eh bien, si la fonction c'est F, on a V sigma, alors c'est toujours au point P, hein, tout ça est au même point P. V, oui, V sigma au point P. Je peux me débrouiller pour que la valeur de... Bon, pour l'instant, j'écris ça. Donc, V sigma au point P de F, c'est F rond sigma, prime, au point, alors, au point, enfin, à la valeur du paramètre, tel que, donc ça va être, ça va être R-1 de lambda, mais là, ça a l'air de supposer que R est forcément inversible, ce qui n'est pas le cas, simplement... Ok. Je vois le problème. Enfin, c'est pas un problème. Je veux juste introduire le minimum de choses. Vous voyez l'idée, il faut... c'est le taux de variation au point P. Alors... Donc, au point P... Alors, je vais... En fait, excusez-moi. Donc, on va dire que gamma de lambda 0 égale P. Et je cherche... Et je vais dire ici au point lambda 1 tel que gamma rond R de lambda 1 égale P. On va le faire comme ça, c'est plus simple. Donc sigma de lambda 1. Voilà. Donc l'idée, c'est que il existe une certaine valeur du paramètre pour lequel la courbe sigma passe par P. Parce que je cherche une vitesse au point P. Le truc, c'est qu'il suffit que je trouve une courbe sigma
n'importe laquelle qui fonctionne, c'est-à-dire dont la vitesse est, je l'ai effacé, c'était alpha, dont la vitesse est alpha, la vitesse de départ, il suffit que j'en trouve une, donc je n'ai pas besoin de me préoccuper en toute généralité quels peuvent être les reparamétrages, il suffit que j'en trouve un. Donc, je considère la courbe sigma définie comme ceci, telle que c'est à la valeur du paramètre lambda 1 que j'atteins le point P. Auquel cas, la vitesse de sigma au point P, par définition, c'est f rond sigma en lambda 1, c'est-à-dire à la valeur du paramètre où on se trouve au-dessus de P. On se trouve en P. Okay. Bon, bah, il suffit d'écrire que ça, c'est justement f rond sigma rond R, f rond gamma rond R prime en lambda 1. Et maintenant, on dit que c'est la dérivée d'une fonction composée, on le fait comme ça, d'accord? La dérivée de cette fonction composée, ça fait simplement f rond gamma prime en R de lambda 1 fois des nombres réels, R prime de lambda 1. Okay, je dérive cette fonction composée. Mais ça, et R de lambda 1, c'est justement le lambda 0 auquel j'atteignais le point P. Donc ce truc-là, c'est la vitesse de la courbe gamma au point P. Donc ceci est égal à V de gamma au point P, c'est-à-dire gamma de lambda 0, fois R' de lambda 1. Bon, ben voilà. Enfin, 2F, pardon. Donc, quel que soit F, j'ai V sigma au point P de F qui vaut R' de lambda 1, V gamma au point P de F. Donc voilà, c'est vrai quel que soit F. Donc l'image de n'importe quelle fonction par V, la vitesse de sigma au point P, c'est l'image de n'importe quelle fonction F de la vitesse de gamma au point P fois un certain nombre. Quel nombre? R' de lambda 1. Par conséquent, en tant que vitesse, on a bien V, la vitesse de sigma au point P, qui vaut R' de lambda 1, peu importe, c'est un nombre, appartient à R, fois V, la vitesse de gamma au point P. Autrement dit, vous avez ici une vitesse R' de lambda 1 fois plus grande que celle-là. Donc maintenant, il suffit de faire un paramétrage tel que R' de lambda 1 vale la valeur que vous voulez. Pour nous, c'était alpha. Et ça y est, on a trouvé une courbe dont la vitesse est alpha fois plus grande que la première. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas sûr. Le matin de bonne heure, c'est pas forcément facile de voir ça, mais je refais le dessin parce que j'ai juste formalisé une intuition complètement triviale. La vitesse en ce point-là, c'est vraiment à quel rythme défilent les valeurs de toutes les fonctions définies sur la variété. Donc, si je me déplace comme ça, pendant que je suis là, la température est en train de monter, la densité est en train de descendre, le champ magnétique est en train de... Voilà, toutes les fonctions définies ici ont un certain taux de changement.
ben, si je veux un taux de changement 3,7 fois plus grand, ben, il suffit que je parcours ici la même courbe avec un paramètre qui défile 3,7 fois plus vite. Donc, si je fais un reparamétrage comme ça, tel que au moment où je passe là, ben, la dérivée de R de lambda par rapport à lambda soit 3,7, ben, toutes les fonctions vont découler 3,7 fois plus grand. Oui, plus vite. Oui. Parce que, en fait, c'est toujours la vitesse au point P. Le truc, c'est que le point P, il est atteint par chaque courbe à des paramètres potentiellement différents. Donc le point P, il est atteint sur la courbe gamma au paramètre lambda 0. Sur ma nouvelle courbe, sigma, le point P, il est atteint à la valeur du paramètre lambda 1. Et donc, quand je dérive cette fonction, je dois la dériver pour la valeur du paramètre correspondant au point P. Donc, d'ailleurs, mais c'est important comme question, c'est en ce sens-là que ce dont on parle ici, c'est une vitesse au point P. C'est le taux de changement de toutes les fonctions, enfin des valeurs de toutes les fonctions, quand on passe au point P. Pas quand on passe ailleurs. Ailleurs, il y a aussi un taux de changement, bah, ce sera la vitesse en cet autre point. Donc en chaque point, il y a une vitesse qui est donnée par le taux de changement des valeurs de toutes les fonctions en ce point-là, au moment où on y passe. Voilà, donc peut-être on peut donner un exemple le plus simple, c'est un reparamétrage affine. On parlera beaucoup de reparamétrage affine plus tard, vraiment quand on sortira un peu des maths pour faire vraiment la relativité générale, mais on est obligé de faire ça, puisqu'il faut expliquer ce que c'est qu'une vitesse. Donc, exemple, reparamétrage affine, ou linéaire si on veut. Bah, par exemple, j'écris R de lambda égale A lambda plus B. Donc je reparamétrise, je sais pas comment dire, je change de paramètre. Au lieu de voilà, au lieu que soit lambda, ça va être alpha lambda plus B. Typiquement, si le paramètre, si vous imaginez que c'est le temps, donc au cours du temps, vous changez de lieu, faire ce genre de paramétrage, ça revient d'une part à changer l'origine des temps, c'est-à-dire que le 0 dans le paramètre lambda, bah maintenant c'est B, ok, donc vous avez fait une translation dans le temps, si vous voulez, enfin, dans la valeur du paramètre, donc ok, vous avez changé le 0 de votre horloge, et puis ce A là, bah, c'est simplement, par exemple, au lieu de compter en secondes, vous comptez en heures. À ce moment-là, vous avez A qui vaut 3600, enfin 1 sur 3600, d'accord. Donc, ok, c'est un reparamétrage très, très innocent, mais ça suffit pour obtenir une vitesse qui, en valeur, va être A fois plus grande, hein, tout simplement parce qu'à chaque fois que vous augmentez de 1 le paramètre lambda, le paramètre R de lambda, lui, il augmente de A. Donc, ça se déplace A fois plus vite. Bon, je ne sais même pas si ça vaut le coup que je l'écris. Enfin, c'est simple, hein. Vous avez ici R' de lambda 1. Donc, R' de lambda, c'est A partout, c'est toujours R' de lambda égale A. Donc, la vitesse de cette courbe reparamétrée, ce n'est pas la même courbe, puisque ce n'est pas le même paramétrage, mais on a tendance à... Enfin, c'est pas la même courbe. Ok, donc cette courbe reparamétrée, qui est une nouvelle courbe, a en chaque point une vitesse A fois plus grande. Et maintenant, si la dérivée de la fonction dépendait du point, en chaque point, il y aurait une vitesse plus grande ou plus petite, multipliée par un facteur qui serait différent, qui est toujours R' de lambda. Enfin, je pense que c'est clair. Hein. Vraiment,
quand vous vous déplacez, les valeurs des fonctions changent. Si vous changez le rythme de déplacement, bah, les valeurs des fonctions changent à un rythme d'autant de fois plus grand que la dérivée à ce moment-là, puisque la définition de la vitesse, encore une fois, c'est que à une fonction, ça attribue la dérivée, enfin le taux de changement de ces valeurs quand on se déplace au rythme du paramètre. Bon, je pense que c'est clair. Donc il nous reste à faire la partie un tout petit peu plus délicate, mais aussi beaucoup plus instructive. Enfin, ça c'est déjà instructif, mais c'est tellement intuitif que ça apprend pas tant de choses que ça, puisqu'en fait on sait déjà tout ça à l'avance. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder la somme de deux vitesses. Est-ce qu'on est capable de trouver une courbe dont la vitesse, en un point donné, sera la somme de deux vitesses préalablement choisies comme étant la vitesse à une courbe gamma 1 et la vitesse à une courbe gamma 2. Donc, en fait, j'avais un petit b qui était multiplication par un scalaire. Donc, c'est ce qu'on vient de traiter. Pardon, je suis un peu à l'envers, là. Et là, on va faire addition de deux vitesses. Donc, addition, on est toujours dans le paragraphe en train de montrer que TPM, l'ensemble des vitesses, est un espace vectoriel. Donc, simple, j'ai une courbe gamma 1 de R dans M, j'ai une courbe gamma 2 de R dans M, et on cherche une courbe sigma, à nouveau de R dans M, une courbe quoi, telle que au point P, alors évidemment gamma 1 passe par P, ben, je vais dire ici, je vais dire que gamma de lambda 0 égale le point P, donc c'est des courbes qui passent par P, sinon elles n'ont pas de vitesse en P, évidemment. Hein, donc la première, elle atteint P au paramètre lambda 0, la deuxième, elle atteint P au paramètre lambda 1, et je cherche une courbe qui va également passer par le point P, sinon elle n'aura pas de vitesse au point P, et je veux que cette vitesse soit la somme des deux. Donc, telle que, au point P, la vitesse de sigma, donc en P, soit égale à la vitesse de gamma 1 en P, plus la vitesse de gamma 2 en P, au sens de l'addition dans TPM, c'est-à-dire, si on l'applique à une fonction, ça va donner la somme de ce que donne chacun des termes à la fonction. Bon, donc ça c'est le programme, c'est ce qu'on veut faire. Et la question c'est comment on fait ça? D'abord, est-ce qu'il en existe une? Donc, oui, mais c'est ça qu'on veut montrer. Est-ce qu'il en existe une? Et donc, peut-être qu'il en existe plein, mais il suffit qu'on en trouve une. Tout ce qu'on a dit, c'est que il faut montrer que cet objet-là, qui est bien une application de l'ensemble des fonctions C infini dans R, très bien, donc, et on l'a défini comment, mais est-ce que cette fonction-là est la vitesse d'une certaine courbe? Si on en trouve une, c'est réglé. La réponse est oui, et c'est bon. Alors, on peut en trouver une infinité, en réalité. Mais il suffit d'en trouver une. Alors, comment on va faire ça? Alors, tout de suite, le problème, donc je remets ici une variété, puis donc j'ai un point P, puis j'ai la courbe, j'ai une première courbe rouge, qui va être gamma 1, puis j'ai une courbe bleue, qui va être gamma 2. Chaque courbe a sa vitesse au point P, alors je la représente par un petit vecteur comme ça, mais c'est un vecteur en un point, donc c'est juste une représentation qui indique qu'il y a une direction et puis il y a une intensité de cette vitesse qui dépend du paramétrage que j'ai sur la courbe. Bon, bref, j'ai un certain nombre comme ça. Et je cherche une courbe qui vérifie ça. Alors évidemment, je ne peux pas... Alors d'abord, ces flèches-là, c'est une façon de parler. C'est
disons, ça stimule l'intuition, mais ça reste qu'une façon de parler. Et quand bien même, donc c'est pas une flèche dessinée sur la variété, c'est une flèche en un point, si on veut. Et quand bien même, je ne sais pas additionner des flèches dans la variété, en fait, il n'y a pas de flèche dans la variété. Bref, je ne peux pas lire là-dessus. Qu'est-ce que ça voudrait dire, enfin, qu'une courbe est la somme des vitesses? Ce que ça voudrait dire mathématiquement, c'est ça. Géométriquement, là, je ne peux pas le dire. C'est pas défini, ça n'a pas de sens. Par contre, je peux regarder comment ce schéma-là se lit dans une carte. P est un point de la variété, donc il existe un certain ouvert U autour de P tel que, et une application continue, bijective et d'inverse continue de U dans Rn. Donc une carte. Hein. Il existe une certaine carte qui me permet de lire tous ces points-là à partir de leurs coordonnées, c'est-à-dire d'attribuer des coordonnées à ce point. Oui? Ah, merci. Gamma 1, alors du coup, je vais appeler ça lambda 1, puis ça gamma 2, lambda 2. Sinon, on va se perdre. Merci. Vous avez tout à fait raison. Donc, effectivement, voilà. La première courbe atteint P au paramètre lambda 1 et la deuxième au paramètre lambda 2. Merci. OK. Donc, je peux lire la courbe gamma 1 dans Rn. Par exemple, ça va faire ça, je ne sais pas. Et puis, le point P, je ne sais pas, il est là. Enfin, le point P, ce n'est pas le point P, c'est les coordonnées du point P. Hein. Donc ça, c'est x de P. Donc x1 de P, x2 de P, x3 de P, xn de P si je suis à dimension n. Et puis, la courbe bleue, bah, je peux la lire, par exemple, comme ça, voilà. Et donc, à nouveau, ça, c'est x de P, c'est toujours le même x de P. Voilà. Donc, les courbes se croisent ici dans la variété, mais elles se croisent évidemment dans Rn, qui est dans la carte que j'ai choisie pour représenter ces courbes. OK. Et le point clé maintenant, c'est que dans Rn, je sais additionner des courbes. Je ne peux pas additionner des courbes dans la variété, je ne peux pas dire je prends ce point-là plus ce point-là, ça ne va rien dire. Dans Rn, je peux faire la somme de deux courbes, simplement en faisant la somme des points. Et comment on fait la somme des points? Bah, justement parce qu'on a une carte, on a un repère ici, donc j'ai un 0 ici. Chaque point ici a pour coordonnées x1, xn. Donc ça va être les coordonnées de gamma 1 de lambda. Gamma 1 de lambda. Et puis, j'ai les coordonnées, j'aurais dû mettre tout en bleu, et je vais le mettre à côté. Donc, j'ai x1 de gamma 1 de lambda, x2 de gamma 1 de lambda, etc. xn de gamma 1 de lambda. Voilà, ça, on est d'accord, ce sont les coordonnées, donc la représentation dans la carte X du point gamma 1 de lambda. Donc, quand... pourquoi je l'ai mis en bleu? Non, alors on va faire ça comme ça. Pardon. La 1, c'est la bleue, bon, pardon. Donc, à chaque point correspond, à chaque lambda correspond à un certain point, et ce point a certaines coordonnées. Donc, ça, c'est la chose habituelle qu'on fait. On suit la courbe dans les coordonnées. D'accord? Et puis, de la même façon, j'ai x1 de gamma 2 de lambda, x2 de gamma 2 de lambda, etc., xn de gamma 2 de lambda. Les coordonnées du point de la courbe quand lambda se déplace. D'accord ? Et je peux faire la somme de ces coordonnées. D'accord ?
Si vous voulez, ça, c'est les coordonnées de... du vecteur, et du vecteur dans Rn. Du vecteur O M1, mais qu'est-ce que c'est que M1? Bah, M1, c'est justement c'est le point projeté, enfin, c'est le point qui représente le point de la variété dans Rn. Donc là, dans Rn, j'ai des vecteurs, si vous voulez. Et puis là, j'ai OM2, où M2 est le projeté, enfin, est le représentant du point atteint au paramètre lambda dans la carte de lambda. Dans la carte, je peux définir un vecteur vitesse dans la carte. À quelle vitesse je me déplace dans la carte qui est Rn. Donc je peux très bien ici écrire V1 égale D de OM1 sur des lambda. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là-haut. Enfin, ça n'a rien à voir. Si, c'est l'image du point dans une carte. Mais si je mettais dans une autre carte, ce serait encore autre chose. D'accord ? Simplement, ce truc-là existe. Et je peux me dire, et pareil, je vais avoir V2 ici, et je peux me dire, ben, si je calculais, enfin dire, donc j'ai une vitesse ici avec une vraie flèche d'un vrai vecteur dans l'espace affine Rn. J'ai ici donc la traduction dans la carte du déplacement dans la variété, et dans la carte, il y a une certaine vitesse dans Rn. J'ai une certaine vitesse ici, donc là, ce serait la vitesse, je mets avec des flèches, donc c'est lequel qui a un 1, donc celui-là c'est V2, celui-là c'est V1. Et je peux me dire, je vais fabriquer la somme des deux courbes, elle va avoir une certaine vitesse, et je vais la remonter dans la variété, la courbe que j'ai produite, et avec un peu de chance, la vitesse de la courbe que je vais produire en additionnant ces deux courbes-là va être la somme des deux vitesses là-haut. Je ne suis pas très clair. Si vous voulez, c'est... Je vais essayer de le dire mieux. J'essaye d'éveiller votre intuition pour que ce qu'on va faire n'apparaisse pas comme un truc qui sort du chapeau. Le truc, c'est que je ne peux pas additionner des courbes dans la variété. Mais je peux additionner des courbes dans Rn. D'accord ? Encore une fois. Je vais faire deux courbes qui passent par 0, par exemple. Voilà une courbe, en voilà une autre. Voilà. Je peux additionner ces deux courbes en additionnant les points. Qu'est-ce que ça veut dire additionner des points? Dans une variété quelconque, ça ne veut absolument rien dire, évidemment. Additionner Paris et Berlin, c'est où? Bon, d'accord. Mais dans Rn, oui, je peux additionner des points. Donc je peux additionner ces courbes, additionner des points parce que j'ai un 0 qui est naturel, le 0 de Rn. D'accord. Donc, cette courbe plus cette courbe, bah, en chaque point, alors... j'additionne les courbes. Voilà, ça va me faire un truc comme ça. Je fais la somme des... Je fais R1 plus R2, ça fait un certain R. Alors, parcouru au rythme du paramètre qui est justement celui-là. D'accord. Donc, j'ai la trace des courbes dans Rn, et dans Rn, je peux les additionner. Et l'idée, ça va être... Donc, je projette la courbe dans... Je projette chaque courbe dans Rn, je les additionne dans Rn parce que je sais faire, et la courbe que j'ai obtenue, qui est la somme des deux courbes, je la remonte là-haut. Donc par exemple, la somme de ces deux courbes, ça va faire un truc comme ça, voilà, dans Rn. Je le remonte là-haut, ça va me faire un truc comme ça. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, si je regarde la vitesse
à la courbe jaune, la vitesse de la courbe jaune au point P, ben en tout cas, c'est un bon candidat pour que cette vitesse-là soit la somme des deux autres. Et de fait, ça va l'être. D'accord? Donc c'est l'intuition que je vais utiliser pour intuiter une courbe sigma dont la vitesse sera la somme des deux vitesses. Ouais. Alors non. Alors, effectivement, donc c'est une très bonne remarque que je pensais faire à la fin, mais on va la faire tout de suite. Effectivement, le problème de cette procédure, on le sent bien, c'est qu'on fait un truc qui dépend de la carte. Puisque je ne peux pas additionner les courbes dans la variété, je me mets dans une carte, là je peux le faire, d'accord? Oui, mais si je m'étais mis dans une autre carte, alors effectivement, si je me mets dans une autre carte par un VY, d'accord? Donc j'ai une autre carte, VY, qui m'emmène dans un autre Rn, dans cette... Enfin, voilà, donc maintenant j'ai un Y1, Y2, Yn, donc Rn. La courbe bleue, maintenant, elle va se projeter peut-être comme ça, je ne sais pas. La courbe rouge, peut-être comme ça. Et à ce moment-là, la somme des deux, ça va être un truc genre comme ça. Et si je remonte celle-là, là, il n'y a aucune chance, je vais la mettre en violet. La somme des deux, maintenant, c'est la courbe violette. Si je remonte la violette ici, il n'y a aucune chance que ce soit la même. Une raison. Par contre, et c'est ça le point clé, ça va être une autre courbe. Mais en ce point-là, elle va avoir la même vitesse. Donc, la procédure, on cherche une courbe qui répond à la question. On va la trouver en se servant d'une carte. Mais si on avait pris une autre... Donc, ça a l'air de dépendre de la carte. La courbe va dépendre de la carte, mais pas la vitesse au point considéré. Et ça ne peut pas, puisque là, on veut un truc... c'est un truc absolu. La vitesse, elle est ce qu'elle est. Donc, en fait, voilà, pour le dire autrement, quelle que soit la carte dans laquelle on lit les deux courbes, leur somme a la même vitesse, et cette vitesse est précisément la somme des deux vitesses en tant que courbe de la variété, enfin en tant que fonction définie sur la variété, sur C infini de M. OK? Donc c'est ça le programme, il suffit juste de le faire, de traduire maintenant mathématiquement cette intuition-là, et c'est pas compliqué. Alors, simplement, pour simplifier, encore une fois, il suffit de trouver une courbe qui marche. Hein. Donc, on peut simplifier les paramétrages comme on veut. Une fois qu'on en a une, l'affaire est réglée. Donc, on va se débrouiller. Déjà, on va reparamétrer les deux courbes, là. Enfin, les deux courbes de départ. Oui. Ah, ça, c'est pas une hypothèse. On va montrer qu'à la fin, que la vitesse de la courbe qu'on a obtenue est effectivement cette somme-là, et donc, c'est tout ce qu'on veut. Et donc, ça ne dépend pas de la courbe. Puisque ça ne dépend pas de la carte. Puisque cette vitesse est définie indépendamment d'une carte, celle-là aussi, et leur somme est définie indépendamment d'une carte. Donc, on va obtenir une courbe dont la vitesse est ça. Si on avait pris une autre carte, ce serait vrai aussi, puisqu'en fait, on va faire pour n'importe quelle carte, soit une carte X, on construit une carte sigma dont la vitesse est la somme des deux vitesses. Et le soit carte X, j'ai rien précisé sur X, j'ai pris une carte n'importe laquelle. Donc ce sera vrai quelle que soit la carte. En fait. Non si c'est pas clair, une fois qu'on l'a fait, reposez-moi la question. Mais je pense que ça va l'être. Oui, donc je disais, je vais commencer par reparamétrer les deux courbes, gamma 1 et gamma 2, de telle sorte qu'elles arrivent au point P à la même valeur du paramètre. Ce sera plus facile à gérer, parce que sinon il va falloir décaler, quoi. Enfin, quand je dis j'additionne les courbes dans la carte, c'est quel point que j'additionne avec quel point? À la valeur du même paramètre? Ben non, ça ne va pas, parce qu'à ce moment-là,
enfin, à la même valeur de paramètre, non, parce qu'elle ne touche pas le point P à la même valeur de paramètre. Donc, il faut d'une façon ou d'une autre que je fasse une translation. Mais on a vu dans l'exemple d'avant que je peux faire une translation dans le paramètre, ça ne change pas les vitesses. Donc, je reparamétrise chacune des courbes de telle sorte qu'en fait, c'est au paramètre lambda, on va mettre 0, c'est au paramètre 0 qu'on atteint le point P. Comme ça simplifie. C'est une courbe qui a la même vitesse, hein, on l'a vu. Donc en fait, je fais un reparamétrage de tout à l'heure. C'est simplement lambda moins lambda 1, dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, je fais lambda moins lambda 2. Donc avant, on atteignait le point P au paramètre lambda 2. Maintenant, on l'atteint au paramètre 0. Non, c'est l'inverse. Voilà, plus. Pardon. On l'atteint au paramètre 0 maintenant. Okay. J'ai un nouveau reparamétrage. OK. Donc, simplement, voilà, ça va être plus simple. Et maintenant, bon, je réefface ça. Je vais effacer ça maintenant qu'on a compris l'intuition. Donc, je cherche à définir la courbe. Eh bien, la courbe sigma, ça va être une courbe qui, lue dans la carte, c'est-à-dire telle que x rond sigma, ça c'est la lecture de la courbe dans la carte, x rond sigma de lambda, je vais dire que c'est x rond gamma 1 de lambda plus x rond gamma 2 de lambda. Alors attention, cette courbe-là, donc ça au point 0, ça c'est P, ça c'est P, donc tout ça là, c'est en fait 2 fois x de P. X de P, c'est les coordonnées du point P dans la carte X, et je l'ai 2 fois là, donc on veut qu'en lambda égale 0, sigma passe par P, donc son X, ça doit être le X de P. Donc je suis obligé de retirer ici moins X de P. OK? Voilà. Oui? Attendez, je vais fermer la porte. Ouais. Ah, mais justement, j'ai reparamétré de sorte que maintenant, quand lambda vaut 0, avec mon nouveau paramétrage, d'accord, je peux reparamétrer la courbe par une translation du lambda parce qu'on a vu que ça ne changeait pas la vitesse de la courbe. Hein. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, là, vous voyez que j'ai ici une courbe qui, effectivement, en lambda égale 0, j'ai bien x rond sigma de 0, donc, qui vaut x de p plus x de p moins x de p, donc x de p. Autrement dit, sigma de 0 est bien au point, enfin, sigma est bien au point P quand lambda vaut 0. Donc c'est juste, je me recale. Donc si vous voulez, dans la carte tout à l'heure, donc j'avais le point P ici, donc j'avais la courbe bleue et la courbe rouge. Si je fais la somme, donc à partir d'ici, pour chaque lambda, je vais avoir OM1 de lambda plus OM2 de lambda. Si je fais ça en lambda égale 0, les deux se trouvent en P, mais si je fais OP plus OP, je vais avoir 2 fois OP, donc je le ramène ici, je veux une courbe qui passe par ici. Parce que la somme de ces deux courbes, en fait, ça va être un truc qui, en lambda égale 0, se trouve là. Donc je retire x de p. À nouveau, c'est l'intuition ici. Si vous voulez, si le point P était, ou si je faisais une carte, je pourrais aussi changer la carte de telle sorte que je me trouve en 0 au point P, auquel cas je n'ai pas besoin de retirer x de p, parce que x de p, ce sera 0. Peu importe. OK, en tout cas, je définis cette courbe. J'ai le droit. Alors, pourquoi ça définit une courbe, ça? Parce qu'en fait, x est inversible. C'est une carte, x est inversible. Donc, en fait, quand j'écris ça, j'écris la courbe sigma de lambda qui vaut x moins 1 de tout ça.
Donc ceci est une courbe parfaitement bien définie. J'ai ici un nombre, enfin un nombre, un n-tuplet, n nombres, j'ai les coordonnées, j'ai n coordonnées, les coordonnées dans la carte X de gamma 1 de lambda, plus les coordonnées dans la carte X de gamma 2 de lambda, donc c'est vraiment la somme des deux vecteurs projetés dans la carte, moins les coordonnées du point P. Donc ça, c'est des coordonnées, et je fais x moins 1 des coordonnées, ça me donne un point sur la variété. Donc ceci est une courbe parfaitement bien définie. C'est la courbe sigma que je cherche, enfin je vais montrer qu'elle convient, une courbe de R, enfin une application de R dans M. Et donc ce que je veux faire maintenant, c'est montrer que effectivement, la vitesse de sigma au point P, c'est-à-dire en lambda égale 0 en fait, parce que je l'ai construite de telle sorte qu'en lambda égale 0, on est bien au point P. Ouais, je vais montrer que cette vitesse est bien la somme des deux autres vitesses. Alors, comment je fais ça? C'est quoi une vitesse? C'est un truc qui prend une fonction et fait un nombre. Fait quel nombre? Le nombre f rond sigma prime en quel point? Au lambda en question, donc ici lambda égale 0. Voilà. Enfin, au lambda auquel on passe au point P. Donc ça, c'est la définition de la vitesse de cette courbe. Il me reste à montrer que c'est bien la somme des deux. Oui, vous avez une question? Ah, alors, justement, donc, ça, c'est la traduction dans Rn par la carte X de la courbe gamma. D'accord? Ça, ce sont les coordonnées du point. Donc, j'ai ici gamma 1 de lambda pour un certain lambda, et j'ai ici gamma 2 de lambda pour un certain lambda. Ce gamma 1 de lambda, mettons que celui-là, c'est celui-ci, et puis ce gamma 2 de lambda, si je le regarde dans la carte, il est là. Et quand lambda évolue, les coordonnées du point suivent une certaine trajectoire dans Rn. Donc ça, c'est les coordonnées du point de la courbe rouge, et ça, c'est les coordonnées du point de la courbe bleue. Et je me suis débrouillé pour que, quand le paramètre vaut 0, juste par un reparamétrage, les deux courbes se croisent au point P. J'ai fait en sorte que gamma 1 de 0, ce soit le point P, et gamma 2 de 0 soit le point P. Donc, lu dans la carte, eh bien, les deux passent aux coordonnées du point P dans cette carte. Et là, ce que je fais, donc ça, ce sont les coordonnées du point bleu, et ça, c'est les coordonnées du point rouge, et je fais la somme des coordonnées des deux points. Donc, je fais vraiment OM1 de lambda, c'est O étant ici là, les coordonnées du point, enfin, les coordonnées 0, d'ailleurs, pas forcément dans la carte, hein, mais... Donc, j'ai OM1 plus OM2, et ça me fait un certain vecteur qui est ça, OM1 plus OM2. Et comme ça, je peux faire la somme des courbes. Je vais prendre une carte où les deux passent par 0, par le point 0. Donc je fais une translation dans la carte, je peux toujours faire ça, de telle sorte que, alors comment c'était, la bleue elle est comme ça, et la rouge elle est comme ça, d'accord? Voilà. En chaque lambda, je me retrouve en M2 de lambda ici, en M1 de lambda là, et je fais la somme de OM1 vecteur plus OM2 vecteur. Je peux parler du vecteur OM2, je suis dans Rn. La somme de ces deux vecteurs, ça fait ça. Donc voilà la somme des deux courbes au point lambda. Maintenant, à un autre lambda, ce lambda-là, enfin un lambda prime où la courbe bleue est là
et lambda prime où la courbe rouge est là, je fais la somme de ces deux-là et je me retrouve, ça plus ça, je me retrouve là. Voilà. Et donc je vais obtenir comme ça la somme des deux courbes dans la carte. OK? Et une fois que j'ai cette somme des deux courbes, je la remonte parce que x, enfin la carte, elle est inversible. Donc ça, c'est la trace d'une certaine courbe là. Et ce qu'on peut intuiter, mais ce qu'on va démontrer en une ligne, hein, c'est que la courbe ramenée là-haut va avoir comme vitesse la somme des deux vitesses. Parce que c'est vrai dans la carte. C'est-à-dire, évidemment, si j'additionne les deux courbes dans la carte, la vitesse de chacune va être la somme des vitesses des autres, par construction, parce que dans Rn, c'est facile, j'additionne des vecteurs. Donc, la dérivée de la somme des vecteurs, c'est la somme des dérivées des vecteurs. Et comme dans Rn, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Hein. J'ai OM qui vaut... En fait, oui, j'aurais peut-être dû écrire ça comme ça dès le départ. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. J'ai OM qui vaut OM1 plus OM2. Et donc, sans surprise, je dérive ça par rapport à lambda, ou autant, ce que vous voulez, et j'ai donc V qui vaut V1 plus V2. Donc c'est évident que dans la carte, je fais un truc j'obtiens une courbe dont la vitesse est bien la somme des deux vitesses. Donc c'est un bon candidat pour que la courbe remontée dans la variété qui correspond à cette nouvelle courbe additionnée dans la carte ait une vitesse qui est la somme des deux autres vitesses. Et la vérité, c'est que c'est le cas, et c'est ce qu'on va donc montrer. Vous comprenez la motivation? Ouais. Donc simplement, là, comme la carte, il n'y a aucune raison que le point P soit représenté en 0, je suis obligé de retirer P ici, sinon je suis juste décalé de x de P partout, puisque je l'ai deux fois. Donc soit je change de carte pour que le point P se projette en 0, soit simplement, je ne change pas de carte, mais je retire x de P, peu importe. En tout cas, ceci définit, donc cette addition dans la carte définit une courbe dans la carte, et simplement je prends x moins 1 de ça, et donc j'ai bien maintenant une courbe dans la variété. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est montrer que la vitesse de cette courbe, c'est la somme des deux autres vitesses. Donc, j'écris la vitesse de cette courbe, par définition, c'est f rond sigma prime au point, enfin, à la valeur du paramètre où on atteint le point P. J'efface là. Et donc j'ai juste à écrire ces dérivés. Donc je réécris juste la ligne de là-bas. C'est donc f rond sigma prime en lambda égale 0. Et je vais écrire ici que ça c'est f rond x moins 1 rond x rond sigma prime en lambda égale 0. Jusque-là, tout va bien, d'accord? Je descends dans la carte et je descends puis je remonte. Donc j'ai introduit l'identité, ok? Et maintenant, je vais écrire la dérivée de cette fonction composée en utilisant la fameuse règle chaîne, là, la chain rule. Ça, c'est une fonction de R dans Rn. Ça, c'est une fonction de Rn dans R. D'accord? Je prends un paramètre, ça me fait un point, je le descends dans la carte, donc c'est bien une fonction de R dans Rn. Et ça, je suis dans la carte, donc j'ai n coordonnées, je remonte dans la variété, et la fonction attribue à un point de la variété un nombre. Donc voilà. Donc j'ai la dérivée d'une fonction composée, f rond x moins 1 rond x rond sigma, donc j'ai deux fonctions ici, R dans Rn et Rn dans R. Je sais donc prendre la dérivée, ça va être la somme, alors sur i égale 1 à n, de, donc la dérivée d'une fonction composée, c'est le produit des dérivés, mais en replaçant au bon point. Donc
ça va être la dérivée par rapport à la im coordonnée de f rond x moins 1 fois, oh pardon, oui, fois, allez, je suis perdu là, oui, non, oui, fois, oui, fois x rond sigma, im composante, prime, oui, c'est ça, prime, donc en lambda égale 0. Ok? Tout le monde voit ça? Si vous avez une fonction f f de G1 de lambda, G2 de lambda, Gn de lambda, c'est la règle de la chaîne, on va l'utiliser des milliers de fois, donc je la rappelle, hein, la dérivée de ça, d'accord, f' de ça, c'est df d1f, la dérivée par rapport à ça, fois g1' de lambda, plus d rond 2 de f, la dérivée par rapport à la deuxième fois g2' de lambda, plus, etc. Ok? Non? Si. Ne dites pas non. Je sais pas comment faire autrement que... je sens que ça... Vous ne le voyez pas tous, ça. Comment prendre un exemple familier Si je l'écris comme ça, c'est mieux peut-être. Ouais? C'est mieux comme ça. Ok. D'accord? Alors, simplement, df sur dx, ce df sur dx, il est nettement préférable de le noter d rond 1 de f, parce que en fait, c'est la première slot ici, qui s'appelle x ou qui s'appelle p ou z, on s'en fiche. On dérive par rapport à la première variable. Donc ça, il est préférable de le noter d rond 1 de f. C'est la dérivée de f par rapport à sa première variable. Ça, c'est la dérivée de f, enfin, ça c'est la deuxième variable de f. Donc ça, c'est la dérivée de f par rapport à sa deuxième variable. Peu importe comment elle s'appelle. Donc quand on écrit df sur dy, on suppose que la deuxième variable, elle doit forcément s'appeler y. Non. Là, la deuxième variable, ici, donc cette fonction-là, c'est une fonction de Rn, donc de n variables, fonction de Rn dans n, c'est une fonction de Rn variable. Comment s'appelle la première variable? Elle s'appelle x1 rond sigma de lambda. D'accord? Donc là, ici, j'ai f rond x moins 1 de x1 rond sigma de lambda, x2 rond sigma de lambda, x3 rond sigma de lambda, xn rond sigma de lambda. C'est ça qui est écrit ici, d'accord? Et je fais... Enfin, ici, d'accord? Oui. Ça, c'est ça, là, d'accord? Ça, c'est f rond x moins 1 de ce n-tuplet. Cette expression-là,
c'est exactement ça. Là, j'ai rien écrit d'autre, enfin, avec le prime, donc j'ai d sur d lambda de ça, voilà. Ça, c'est ça, si je l'explicite comme ça. Et donc, ici, vous allez écrire quoi? Vous allez écrire d sur d rond x1 rond sigma de lambda, d rond sigma, voilà, vous allez écrire ça comme ça. Tout ça parce que la première variable ici s'appelle sigma 1 rond, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on écrit d rond 1 de f rond. C'est parce que, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si, j'ai l'impression que je suis pas très clair ce matin. Vous voyez, là, vous dites, bah oui, elle s'appelle x, je l'appelle d rond sur d rond x, et je comprends que je dérive par rapport à la première variable. Mais si cette première variable, elle s'appelle x1 rond sigma, vous allez écrire d sur d rond x1 rond sigma. À un moment, ok, vous dérivez par la première variable, peu importe comment elle s'appelle, d'accord? Ok. Donc c'est vraiment une pratique recommandée. D'abord parce que d sur dx, d sur dy, ça marche quand vous avez 3 ou 4, allez avec d sur dt. Dès que vous avez plus que 26 lettres, vous êtes très embêté. Enfin bref. Et surtout, par essence, c'est vraiment, vous dérivez la fonction par rapport à sa première slot. Et vous multipliez par le taux de variation de celle-là. Donc c'est exactement ça hein, que j'écris. Donc vous avez la dérive. Donc là on dérive une fonction qui dépend de n variables. Et donc sa dérivée, on dérive une fonction qui dépend de n variables, et la dérivée, c'est donc la dérivée de la fonction par rapport à la première variable fois la dérivée de la première variable, plus la dérivée de la fonction par rapport à la deuxième variable fois la dérivée de la deuxième variable, plus pareil, etc. Et donc, mais bon, c'est bien qu'on le fasse une fois, parce qu'on va faire ça 10 000 fois, il faut vraiment que vous ayez vu la chose profondément, au moins une fois enfin, voilà. Faut pas que ce soit du par cœur, cette règle de la chaîne. Il faut vraiment que vous l'ayez intégrée. Mais voilà, je pense qu'à partir de ça, vous pouvez voir exactement ce qui se passe. Et donc ce rappel étant fait, je pense que maintenant vous voyez bien que, effectivement, j'ai ici la dérivée d'une fonction composée. Celle-ci dépend de n variables, elle est de Rn dans R. Donc c'est une fonction de n variables, chacune des variables étant le x1 rond sigma, la deuxième c'est x2 rond sigma, la nème c'est xn rond sigma. Et donc effectivement, parce que ça c'est n nombres en fait. Ça c'est n nombres. Pour chaque lambda, c'est n nombres. Voilà. Donc la dérivée, ça c'est une bête dérivée parce qu'il y a un paramètre, ça c'est lambda. Donc au global, ça c'est une fonction de R dans R. R dans Rn, puis Rn dans R. Donc c'est une fonction de R dans R. Je fais sa dérivée de façon tout à fait ordinaire. Je dérive la première fonction par rapport à la première variable et je multiplie par la dérivée de la première variable, plus la dérivée de la fonction par rapport à la deuxième variable fois la dérivée de la deuxième variable, plus, etc., jusqu'à n. Donc ceci égale ça. Voilà. Oui. Ça, c'est toujours d sur d lambda. Absolument. Ça, c'est une fonction d'une variable. Ça, maintenant, c'est R dans R, hein, puisque j'ai isolé le i ici. Donc, c'est la dérivée de cette fonction. Ok, donc ça, c'est un nombre qui est... Ok, bon, ben alors maintenant, il suffit de dire que xi rond sigma, c'est ça. Donc, égal somme sur égal à n de d rond i de f rond x moins 1 fois... Alors, xi rond sigma, c'est la ième composante de ce multiplet, de ce n muplet. Et la ième composante, la ième composante, c'est la ième composante partout, hein, d'accord? Donc, xi rond sigma, c'est ça, et je veux dériver ça par rapport à lambda. Donc, ça va me donner la dérivée de ça par rapport à lambda, plus la dérivée de ça par rapport à lambda, moins la dérivée de ça par rapport à lambda, c'est-à-dire 0 en l'occurrence, ça c'est une constante. Hein. Donc ici, j'ai fois donc xi rond
gamma 1 prime, en lambda égale 0, plus, je vous mets la même chose, somme de i égale 1 à n d rond i de f rond x moins 1 de xi rond gamma 2 prime en lambda égale 0, plus 0, d'accord? Explicitement, ça c'est une constante, donc ça se dérive en 0. Ok, donc j'ai juste réécrit la définition de sigma. Et maintenant, ça y est, le miracle s'est déjà opéré, puisque on passe de là à là par règle de la chaîne. Donc ça égale ça, donc ça égale ça. Mais là, j'ai exactement la même expression qu'ici, avec gamma 1 au lieu de sigma. Donc en fait, ceci n'est rien d'autre que la dérivée en lambda égale 0 de f rond x moins 1 rond x rond gamma 1. D'accord? Donc ceci est f rond x moins 1 rond x rond gamma 1 prime en lambda égale 0, plus pareil avec gamma 2, et là c'est pareil, ça c'est justement f rond, enfin oui, ça c'est évidemment f rond gamma 1 prime en lambda égale 0, et ça c'est évidemment f rond gamma 2 prime en lambda égale 0, x moins 1 rond x, ça fait l'identité, et ça c'est justement la vitesse de gamma 1 au point P, c'est-à-dire au point gamma 1 de 0. Donc ceci est la vitesse de gamma 1 en P appliquée à F, plus la vitesse de gamma 2 en P appliquée à F. Voilà, donc on a montré que quel que soit F, j'ai pris un F quelconque au départ, quel que soit F, la vitesse de sigma au point P appliquée à F, c'est la vitesse de gamma 1 au point P appliquée à F, plus la vitesse de gamma 2 au point P appliquée à F. Et donc, les vitesses, enfin la vitesse de gamma, c'est de sigma, pardon, c'est la vitesse de gamma 1 plus la vitesse de gamma 2. Donc, V sigma P égale V gamma 1 P. Bon. C'est vraiment un petit exercice qui, dans une semaine, vous paraîtra totalement élémentaire, mais c'est important de le faire une fois tranquillement, proprement, en écrivant proprement la chain rule, c'est-à-dire bien se rappeler parce qu'on a l'habitude de dériver des fonctions composées à plusieurs variables, mais on oublie comment ça marche. C'est pour ça que quand je vous ai écrit le truc avec f de x, y, d'un seul coup, ah bah oui, évidemment, c'est ça. Mais donc, abstraitement, la manipulation, c'est ça. Vous avez une dérivée d'une fonction continue, enfin, d'une fonction, pardon, composée, et vous avez une somme de la dérivée de la première fonction par rapport à chacune de ces slots, fois la dérivée de la slot en question. Et vous faites la somme de ça, et c'est ça la dérivée complète. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est même en fait, vous verrez très rapidement que c'est totalement trivial, on va faire ça de nombreuses fois. Le point clé ici étant que effectivement, si on construit la courbe sigma comme étant la somme des courbes gamma 1 et gamma 2, mais ça n'a pas de sens si on n'est pas dans une carte, on peut sommer des courbes ou des points que dans une carte, c'est-à-dire dans Rn, dans un espace affine, mais comme on ne peut pas sommer les courbes dans la variété, mais on peut le faire dans une carte, eh bien très bien, faisons-le dans la carte, et remontons la courbe dans la variété, et à ce moment-là, on a une courbe somme, entre guillemets, dans la variété. Mais attention, effectivement, ça dépend de la carte. Donc, la courbe que vous obtenez une fois que vous la remontez,
c'est pas du tout la somme des deux courbes, comme si intrinsèquement on pouvait dire cette courbe-là jaune, c'est la somme des deux courbes. Dans Rn, on peut dire, mais donc, dans chaque carte, vous avez intrinsèquement la somme de deux courbes, si vous acceptez de définir la somme des deux courbes comme étant OM égale OM1 plus OM2. Vous pouvez faire ça. Dans la carte, il n'y a pas de somme intrinsèque de deux courbes. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on ne s'intéresse pas à la courbe, on s'intéresse à la vitesse de la courbe au point P. Et la vitesse de la courbe au point P, manifestement, si je construis la courbe comme la somme dans une carte, quelle que soit la carte, si je construis la courbe comme étant la somme des deux courbes dans une carte quelconque, et que je regarde la vitesse à cette courbe, eh bien, je vois que la vitesse est bien la somme des deux vitesses des deux courbes, enfin, de chacune des vitesses des deux courbes. Ouais. Alors, quelle heure est-il? Ouf, c'est violent ça. Ce serait genre déjà la pause. C'est violent. Ok, enfin c'est violent, c'est comme ça. De toute façon, ça, il faut que vous compreniez ça. Bon, là, le but du jeu, c'était de montrer que le TPM, l'ensemble des vitesses, est un espace vectoriel. Donc ça y est, c'est fait. L'addition et la multiplication par un scalaire vérifient évidemment les axiomes qu'il faut, mais le point clé, un tout petit peu plus délicat, c'est de montrer que la somme de deux vitesses, c'est encore la vitesse d'une certaine courbe. Et donc on a trouvé pour la multiplication par un scalaire, il suffit de reparamétrer la courbe avec le taux qui correspond au scalaire par lequel on veut multiplier la vitesse. Et pour la somme, il suffit de faire la somme, comme ça, on somme dans une carte et tout va bien. Alors après, il peut évidemment combiner une somme et... vous pouvez faire un alpha V1 plus bêta V2, une somme, combiner une somme et une multiplication par un scalaire, ça pose évidemment pas de problème. Ok, donc on a TPM, qui est l'espace vectoriel tangent. C'est le bon moment de faire la pause, alors j'espère avoir fait beaucoup plus, mais ça ira pour cette fois. Ok. Un petit quart d'heure.